multi-21, c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Alors on parle souvent de F1, mais aujourd'hui, place à l'antichambre de la F1, la Formule 2, là d'où les pépites sortent, là d'où les tanches s'arrêtent. Et pour en parler avec moi, bien évidemment, Louis, qui est un de nos experts en termes de formule de promotion. Louis, comment vas-tu? Ça va très bien, salut à tous. Et aussi le grand Manitou de Multi-21, le Bernier Ecclestone de la rédaction, Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu? Quelle présentation, bonjour Clément, ça va super. Alors aujourd'hui, on va parler pilote très bon, pilote moins bon, et surtout on va parler points, puisqu'il faut 40 points, on le rappelle, pour accéder à la F1. Alors les 3 premiers de la F2 récupère automatiquement 40 points et puis après on a un système dégressif qui permet de bloquer les tanches et de ne pas se retrouver avec des Sergei Sirotkin. Ah bah si. Alors commençons tout de suite par le fond des écuries, par E-Tech Grand Prix, Nikita Mazepin, Luca Ghiotto. Aurélien, je me tourne vers toi en premier, que penser de ce duo? Alors déjà il faut savoir que ce sera la première saison en Formule 2 pour E-Tech, qui rejoint cette antichambre de la Formule 1. Et concernant cette paire de pilotes, Ghiotto, c'est l'expérience, c'est la vitesse de pointe aussi, c'est un pilote très rapide. Mais voilà, par contre, l'inconvénient, on peut le dire, ça sera Mazepin, qui était équipier de Vries chez Hart l'an dernier, et qui a terminé, il termine dans le top 10 me semble-t-il, mais quand même 9e, voilà. Mais il s'est fait tout le temps dominé par De Vries, donc ouais, Mazepin, il est là pour grâce à ses sous, c'est clair et net. Donc je vois E-Tech bien performer grâce à Ghiotto, mais je vois également E-Tech mal performer grâce à Mazepin. Louis, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Ghiotto va porter E-Tech? Oui, Luca Ghiotto, c'est quand même un pilote très connu dans les formules de promotion et notamment en Formule 2. Rappelons qu'il finit 3ème du championnat l'année dernière avec 4 victoires. Alors il bénéficiait l'année dernière quand même de l'expertise d'Uni Virtuosi, qui était très très connu et reconnu pour sa très bonne gestion des pneus. C'est certainement la meilleure écurie dans ce domaine. Donc évidemment il en a profité, mais ça reste quand même un pilote solide. Maintenant c'est un pilote qui est assez ancien, pardonnez-moi l'expression, mais il a que 25 ans, mais pour les formules de promotion ça commence à être vieux. C'est clairement pas un pilote qui ira en Formule 1 même s'il gagne le championnat, mais c'est un pilote qu'il faudra surveiller. Quant à Nikita Mazepin, je serais un peu moins catégorique qu'Aurélien sur le coup, parce que il a fini 2ème de GP3. Alors certes c'est pas flamboyant, mais ça reste un bon pilote sans être exceptionnel. Mais clairement s'il a les points, il ira en Formule 1 parce que son père a de l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors tout à fait, tu fais bien de parler des points puisque c'est le duo le plus avancé en termes de points. Luca Ghiotto aura de toute façon sa super licence pour 2021, peu importe ce qu'il fait en 2020, puisqu'il a terminé 3ème du championnat l'an dernier en F2. Quant à Nikita Mazepin, il a déjà 37 points. Alors quand je parlais de la 9ème place, je t'ai induit en erreur Aurélien tout à l'heure, puisque c'est ce qu'il doit atteindre cette année. Il doit simplement terminer 9ème au général pour avoir les 3 petits points qui lui manquent et pouvoir valider sa super licence. Quand on sait que son père est milliardaire et veut racheter une écurie de F1, on se méfiera quand même de Nikita Mazepin. L'écurie suivante, c'est Trident. Roy Nissany, une tanche. Marino Sato, un japonais. Messieurs, c'est pour vous. On commence par Louis, puisqu'il y a un japonais. Eh oui, Clément, tu sais que j'aime beaucoup les pilotes japonais. Simplement parce qu'il y a vraiment une ferveur incroyable pour le sport auto au Japon. Et les constructeurs japonais vraiment soutiennent leurs jeunes talents. Et il y a toujours un engouement énorme pour les pilotes japonais. Lorsqu'on est au Japon, il y a qu'à voir le podium de Kamui Kobayashi à Suzuka il y a quelques années avec la Sauber, c'était incroyable. Et donc j'aime toujours retrouver ces pilotes japonais qui viennent en Europe, ça doit vraiment pas être simple pour eux à chaque fois, pour courir et essayer d'atteindre le chemin de la Formule 1. Et donc Marino Sato en revanche, voilà, c'est un pilote japonais, évidemment je vais l'apprécier, c'est obligé, mais je pense pas que ce soit un pilote qui soit très très rapide. Il a gagné l'année dernière l'Euro Formula Open, mais voilà, c'est pas forcément un championnat qui est très relevé. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des choses formidables. Bon, néanmoins, je pense que c'est un pilote qui sera solide. Puis bon, Roy Nissany, je vais laisser Aurélien en parler, et je pense qu'Aurélien en plus il a beaucoup d'histoires à raconter sur son père en plus, même si c'est pas le sujet de la vidéo. En effet, son père, Shanosh, Ranor Nissany, je ne sais pas exactement comment le prononcer, qui
fut bien sûr pilote essayeur le temps d'une séance d'essai pour Minardi en 2005. Je sais que les braves s'en souviennent encore aujourd'hui. Non mais sinon, pour parler du fils, il a déjà goûté à la Formule 2 en 2018. Ça s'était soldé par la dernière place du championnat, en tout cas une des dernières, avec seulement 1 point de marqué. Il faut savoir aussi que Trident, c'est l'une des équipes les plus pauvres de la grille. Sato, qui pareil a disputé aussi quelques courses en Formule 2, qui n'a pas été brillant là aussi. Donc voilà, si Trident ne termine pas dernier de ce championnat, alors vraiment je ne comprendrai plus rien à ce sport. Tout à fait. Alors un petit point sur les points justement qu'il en reste à voir. Marino Sato, pour pouvoir valider sa place en F1, doit terminer minimum 4ème puisqu'il n'a que 15 points. Quant à Roy Nissany, glorieux en termes de palmarès, comme tu l'as expliqué Aurélien, et donc bien évidemment membre de la Williams Driver Academy, ça va de soi, eh bien il a 0 points, c'est l'un des deux seuls à en avoir, l'autre on en parlera plus tard, et donc doit impérativement terminer sur le podium pour espérer aller en F1, on y croit. Passons tout de suite à une des grosses écuries de ce plateau, Prema Racing, 2 jeunes pilotes Ferrari, Mick Schumacher, un grand nom, Robert Schwartzman, un grand talent, Aurélien, qui ont choisi? Alors là, pour le coup, c'est une équipe à surveiller. Prema, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les formules de promotion, c'est une très grosse structure. C'est les boss. C'est les boss, on peut le dire. Ils ont dominé en GP3, en Formule 3, en Formule 4 également, avec Mick Schumacher déjà. Mais voilà, l'année dernière en Formule 2, ça s'est plutôt mal passé pour cette équipe, donc il y aura une revanche à prendre. Il y aura de très bons pilotes. Schwartzman qui a été exceptionnellement bon en Formule 3 l'an dernier. Schumacher qui a connu quand même un démarrage poussif en F2 et qui au fil des courses a pris un peu plus d'assurance, j'aurais tendance à dire. Donc ouais, Prema, ce sera 2 gros clients, Schumacher et Schwartzman également 2 gros clients pour le titre même de champion, j'ose le dire. Tout à fait. Louis, qu'est-ce que tu as rajouté sur ce duo Prema? Et bah finalement, assez peu de choses, je suis assez d'accord avec Aurélien, ce sera une des écuries à surveiller pour le titre équipe. Maintenant, quant à Mick Schumacher, c'est vrai que je reste dubitatif face à ses qualités de pilote. J'ai l'impression que, certes, il lui faut toujours une saison d'apprentissage, puis une saison pour gagner, mais j'ai surtout l'impression qu'il se met à gagner quand vraiment c'est essentiel pour continuer sa carrière, et quand on voit l'engouement qu'il y a toujours autour de lui, j'ai l'impression que c'est un petit peu voulu, notamment son titre en F3 l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. J'ai toujours l'impression qu'il a un petit coup de pouce de je ne sais pas qui, mais en tout cas qu'il y a une étoile bienveillante qui le suit pour être sûr qu'il continue sa carrière vers la Formule 1, parce que ce serait très bon en termes d'exposition médiatique. Donc je sais pas trop. Quant à Schwartzman, il y a quelques années je vous aurais dit que c'était un pilote moyen, 3ème de F3 Europe, 3ème de Formule Renault Eurocup, mais il s'est vraiment révélé l'année dernière, victoire en Toyota Racing Series, victoire en FIA F3 l'année dernière pour sa première saison. Il a été très impressionnant et effectivement il faudra le surveiller. Ouais, c'est un pilote qui a toujours été placé, que ce soit en F4, en Formule Renault ou en Formule 3 Europe, mais qui n'était jamais vainqueur et qui l'année dernière a vraiment impressionné tout le monde. Alors du coup, Robert Schwartzman, il a déjà sa super licence, puisqu'il a plus de 60 points, donc il est assuré, si jamais il performe assez bien, d'aller en F1. Mick Schumacher, s'il avait couru en F1 et s'il avait essayé d'aller en F1 en 2020, il aurait pu. Là, il n'aura pas sa super licence tout de suite pour 2021. Il lui manque quand même peu de points, il lui en manque que 10. Il suffit qu'il termine à la 6ème place. Après, c'est un peu le débat, mais ils font partie des 5 pilotes, ces deux-là font partie des 5 pilotes Ferrari présents sur cette grille. C'est un peu un embouteillage pour prendre une voire 2 places sur la grille de F1 allouée aux jeunes pilotes Ferrari. Ça va être assez intéressant à voir. Un autre jeune pilote Ferrari chez HWA Race Lab, c'est Giuliano Alesi, qui sera aux côtés d'un ancien de la grille, Artem Markelov. Louis, dis-moi. Eh bien écoute, à propos de Giuliano Alesi, dans un premier temps, c'est déjà un pilote dont j'ai pas compris le passage en Formule 2, parce qu'il n'a pas été, nous non plus. Il n'a pas été convaincant en GP3 déjà, donc je comprends assez mal pourquoi il a fait le passage en GP2. Il a été plutôt mauvais l'année dernière, je m'attends vraiment à rien de sa part contre en plus Artem Markelov, qui est un des pilotes, qui sera un des vétérans, lui aussi 25 ans, et il a beaucoup roulé en Formule 2, il a eu 8 victoires en Formule 2. Ce sera un des pilotes à surveiller, parce que je pense que son expérience peut lui permettre de terminer aux avant-postes, et notamment il avait fini 2ème du championnat en 2017, donc voilà, ce sera un des pilotes à surveiller, Markelov.
Aurélien, quelque chose à compléter là-dessus? Oh non, j'ai rien à dire, si ce n'est que, peut-être pour mettre un petit peu de l'eau dans le vin d'Alesi, sa saison un petit peu difficile en Formule 2, il l'avait passé chez Trident. Voilà, c'était peut-être pas la meilleure des structures pour débuter. Donc, Tout à fait, là on verra cette année. Par contre, c'est clair que s'il sous-performe, étant donné que c'est peut-être le plus sur un siège éjectable parmi les jeunes pilotes Ferrari, il dégagera l'an prochain, on le logera pour faire plaisir à papa en Ferrari Challenge ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça sera peut-être au revoir les monoplaces. Pour terminer, pour compléter, Giuliano Alesi doit terminer sur le podium pour aller en F1 et Artem Markelov peut se contenter d'une 5e place. MP Motorsport, des noms bien connus du monde des formules de promotion, un peu moins de la F2, mais en F3 et en F4, c'est quand même une écurie assez puissante, avec un duo Nobuharu Matsushita et Felipe Drugovich. Alors là, bien évidemment, encore une fois, un japonais, donc encore une fois, notre ami Louis commence. Tu me connais bien. Et ben, je vais commencer par Felipe Drugovich alors. Qui, là encore, je comprends pas son passage en Formule 2, il a été plutôt mauvais l'année dernière en FIA F3, 16 meetings et seulement 8 points, c'est faible pour arriver en F2, et honnêtement je n'attends rien de Felipe Drugovich. Quant à Nobuharu Matsushita, il fait partie de ces vétérans du plateau avec Artem Markelov et Luca Giotto dont on a déjà parlé, et c'est de nouveau un pilote rapide, il a gagné 5 fois en Formule 2. Il est régulièrement aux avant-postes et puis notamment 6ème l'année dernière en Formule 2, en 2017 il était aussi 6ème, donc c'est un pilote qu'on voit régulièrement en Formule 2, qui a de l'expérience et qu'on retrouvera aux avant-postes, même si à mon avis on ne le verra pas gagner le championnat. Ça fait un moment quand même qu'il est à Nobuharu Matsushita puisqu'il a commencé en 2015 avec le soutien de Honda. Aurélien, ce duo, qu'est-ce qui t'inspire ? Il m'inspire pas grand chose. Matsushita, je l'aime bien aussi. Et en revanche, il était dans une très bonne position l'an dernier pour avoir les 40 points sur la super licence et espérer un volant en Formule 1. Pour rappel, il est soutenu par Honda, donc il aurait pu espérer peut-être un petit volant chez AlphaTauri, mais il a choke, pour dire ça en français, il a jeté ça à la poubelle lors des derniers meetings, et au final il a toujours pas ses 40 points, donc depuis j'ai un petit goût d'amertume en bouche quand je pense à Matsushita. Et concernant Drugovich, je l'ai jamais vu courir, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Drugovich, il a été dominant dans des séries un peu moins fortes de l'Euro Formula Open, le MRF. Pour le reste, c'est comme l'a très bien résumé Louis, c'est un pilote assez moyen. D'ailleurs, des pilotes qui devront cravacher pour obtenir la super licence. 4ème place nécessaire pour Matsushita, 5ème place pour Felipe Drugovich. Ça s'annonce corsé. Charouz Racing System s'est un peu évadé de l'emprise de Sauber F1 Team, malheureusement ou heureusement, selon de quel côté on se situe, et a embauché un jeune pilote As, Louis Deletraz. À ses côtés, un nom connu de la F1, Pedro Piquet. Forcément, Aurélien, c'est pour toi. Écoute, je suis ravi de commencer. Alors, Charouz, qui était le junior team de Sauber jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qui ne semble plus l'être. Louis Deletraz, qui commence un petit peu à avoir de la bouteille en Formule 2. Je le trouve pas exceptionnellement rapide, mais ce n'est pas une tanche non plus. Donc, en tout cas, c'est certain, ce sera pas mon candidat au titre. Et Pedro Piquet, il n'était pas exceptionnel bon en Formule 3 l'an passé, mais j'ai l'impression que si on pilotait pas une Prema l'an passé, on pouvait même pas espérer gagner une course. Donc, voilà. Louis, quelque chose à compléter sur ces deux pilotes ? Écoute, de nouveau, je suis d'accord avec Aurélien qui finalement a une analyse très fine à chaque fois. Mais non, effectivement, ce sont deux pilotes qui sont solides sans être flamboyants. Deletraz, ce sera quand même sa 4ème saison complète en F2, donc je pense pas qu'il finira par conclure par une super licence ou en tout cas par une place en Formule 1, c'est sûr que non. Ils font le nombre, ils vont marquer des points régulièrement, mais je ne pense pas qu'on les verra aux avant-postes. Oui, c'est deux pilotes avec un joli petit coup de volant, mais ça vient pas pour gagner le titre. Et encore une fois, il faudrait pour Louis Deletraz terminer sur le podium pour avoir sa super licence et Pedro Piquet terminer au moins 4ème. Chez Campos Racing, Campos, écurie très connue aussi. Là, on arrive dans les écuries très très connues de la F2. Nous avons un duo, Guilherme Samaya et Jack Aitken. Jack Aitken, qu'on connaissait il y a des années pour
avoir remporté multiples championnats de Formule Renault, qu'on connaît pour avoir mis les stickers What the F1 sur sa voiture, sauf que c'est très beau tout ça, mais depuis le garçon s'est un peu rebellé, a quitté Renault pour Williams, et qu'est-ce qu'il en reste Louis? Beaucoup d'interrogations. Eh ben oui, pas grand chose, hein. Depuis son titre officieux de vice-champion de GP3 en 2017, mais on l'a presque pas revu, il a roulé en F2 déjà en 2018, en 2019, et à chaque fois, bon voilà, il y a quelques victoires, mais c'est une 11e et une 5e place finale. Effectivement, il est quand même test driver Williams cette année, mais voilà, on ne croit pas vraiment à ses possibilités d'atteindre la Formule 1. Je pense que là encore, il va faire une bonne saison, on risque de le voir devant, mais sans grande chance d'aller plus loin que ça. Quant à Guilherme Samaia, voilà, encore un pilote pour lequel je comprends pas trop le passage en Formule 2. Il a roulé en Euro Formula Open, en Spanish F3 ces dernières années. Il a fait que 10 courses l'année dernière, donc c'est peu pour des jeunes pilotes qui essaient de se former, qui essaient de prendre de l'expérience. Et en plus, il n'a pas été spécialement bon. Un podium sur ces 10 courses en Euro Formula Open et en Euro Formula Open Winter Series, c'est faible pour arriver en Formule 2. Et à noter, on précise juste que la Spanish F3, c'est 3 meetings dans l'Euro Formula Open. Donc depuis 3 ans, ils concourent dans la même catégorie chaque année, ce qui est rarement bon signe. Aurélien, sur ces deux pilotes? Écoute, rien à ajouter, si ce n'est que Aiken, il est généralement bon lors des courses sprint, c'est-à-dire lors des grilles inversées. Généralement, lorsqu'un pilote remporte des courses sur une grille inversée, ouais, c'est jamais bon signe, quoi. Effectivement, et puis pour Guilherme Samaia, on se demandera dans quelques années si c'était le nouveau Sergio Canamassas ou le nouveau Maher Raghunathan. On verra tout ça, ça va être très rigolo. Chez Carline, deux pilotes du Red Bull Junior Team. Tiens, on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont là. Coucou Christian Horner. Yuki Tsunoda et Gian Daruvala qui étaient l'année dernière chez Prema en F3. Louis, c'est pour toi. Alors je vais commencer par Daruvala qui est un pilote indien. Il faut savoir qu'il a un palmarès qui est intéressant quand même. Il a terminé seconde Toyota Racing Series en 2016. L'année dernière, 3e du championnat de FIA F3, donc c'est pas rien, c'est un beau palmarès quand même. Là pour le coup, le passage en F2 était logique, mais surtout c'est un pilote qui, il faut le savoir, a été soutenu à ses débuts par une écurie qui s'appelait Force India. C'est quand même assez étonnant. Et en tout cas, voilà, il a trouvé refuge depuis la fin de Force India au Red Bull Junior Team. Mais c'est un pilote qui pourrait avancer s'il se révèle vraiment cette année. Mais en tout cas, j'ai pas énormément d'espoir en lui. Quant à Yuki Tsunoda, il a été correct en Toyota Racing Series, 4e cet hiver. Il est encore jeune, il a 20 ans. Est-ce que ce sera suffisant pour continuer? Est-ce qu'il a le talent pour s'imposer en F2? C'est une très bonne question et on verra ça dans les meetings à venir. Et puis concernant Tsunoda, avant de te passer la parole Aurélien, c'est l'interrogation qu'on a toujours sur les pilotes japonais qui sont très très forts en F4 Nippon. On pense à Ren Sato, le vainqueur de l'an dernier qui va arriver cette année en F4 France. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'échelon européen, là où se déroulent la plupart des meetings de F3, F2 et F1, ça devient un peu plus compliqué. Aurélien, ton avis sur ce duo? Écoute, je partage le même avis que Louis. Par contre, j'aurais tendance à mieux coter Daruvala. Alors certes, des 3 pilotes Prema l'an dernier, ça a été le moins bon, même s'il termine quand même sur le podium final. Mais je sais pas, il a ce petit coup de volant qui me parle et je le mets franchement dans mes gros clients pour cette année. Et puis tu es fan de Karun Chandok, donc forcément... Évidemment, oui. Évidemment, ça joue. Ça joue. Chez Hard Grand Prix, grosse écurie, on retrouve Marcus Armstrong et Christian Lundgaard. Là, ça commence à être des noms qu'on voit très régulièrement sur les podiums. Marcus Armstrong a déjà sa super licence en proche. Et chez Ferrari Driver Academy, Christian Lundgaard et chez Renault Sport a peut-être un baquet de libre pour l'an prochain s'il arrive à choper une 4e place. Aurélien, est-ce que c'est pas l'un des duos qui joue le plus gros? Oui, là franchement c'est un duo de pilotes exceptionnellement bon qui évolue dans une équipe exceptionnellement bonne également. Hard Grand Prix, c'est pas rien dans les formules de promotion. Armstrong qui a été très très bon, vraiment rien à dire en Formule 3 l'an dernier et je suis vraiment convaincu qu'il va faire très mal cette année. Et Christian Lundgaard qui n'a pas démérité aussi.
en Formule 3 et et il me semble qu'il a déjà goûté à la Formule 2. Oui, voilà, il avait fait le dernier meeting à Abu Dhabi. Bon, il a pas réussi à terminer dans le top 10, mais il a quand même déjà une certaine expérience en Formule 2 et face à un équipier de la trempe de Armstrong, ça peut toujours être très très utile. Louis, ton avis sur ce duo? Eh ben écoute, je suis assez d'accord, c'est je crois un des line-up les plus forts, en tout cas de ceux qui dégagent le plus de potentiel, parce que ce sont deux rookies, ce sera compliqué pour eux. Lundgaard, faut quand même rappeler qu'il a terminé 6ème de FIA F3 alors qu'il était rookie avec une victoire, je crois même que ça a été le meilleur rookie l'année dernière en FIA F3, donc c'est pas rien. Et puis Marcus Armstrong, quand on regarde son palmarès, il a fini 2ème un peu partout, il faut voir qu'à chaque fois en fait il était 2ème derrière Robert Schwartzman, qui pourtant a 1 an de plus, donc avec 1 an d'expérience en plus, peut-être que Armstrong serait devant Schwartzman, qui sait, mais en tout cas oui, c'est deux futures étoiles du sport, c'est sûr. Et puis on en parle assez souvent, on a parlé dans la vidéo F3 qui sortira à peu près en même temps, mais quand on regarde Oscar Piastri, quand on regarde Jake Dohan, quand on regarde Liam Lawson qui est néo-zélandais mais qui a fait aussi sa carrière en Australie, quand on regarde Louis Leeds ou Marcus Armstrong, c'est des mecs qui ont pu commencer super tôt en monoplace à 13-14 ans et du coup ils arrivent en F3, en F2, parés, complètement équipés pour aller à l'échelon supérieur. Et le programme de monoplace australien marche très bien malgré l'arrêt prochain de la F4 australienne. C'est quand même très très bien. Et quant à Christian Lundgaard, on le sait, un double champion de F4, c'est un mec qui a très très bien performé en Formule Renault Eurocup. Et je suis tout à fait d'accord avec vous messieurs, c'est l'un des plus gros duos de cette grille. Si on passe à nos amis de Univirtuosi, on parlait de bonne gestion des pneus, ce sont les meilleurs. On parlait d'un duo composé d'un jeune pilote Renault et d'un jeune pilote Ferrari. C'est le cas avec Callum Elliott et Guan Yu Zhou. Un duo qui joue aussi beaucoup cette année, puisque Guan Yu Zhou, comme Christian Lundgaard, mon cher Louis, peut envisager une place en F1 l'an prochain. Bah oui, Guan Yu Zhou, un pilote avec un parcours un peu bizarre, mais effectivement il est couvé par Renault, il n'a jamais été vraiment bon, il a fini 2ème de F4 Italie en 2015, donc c'était un très bon début de carrière, et depuis il n'a jamais fait mieux que 6ème dans tous les championnats auxquels il a participé, et malgré ça il était arrivé en Formule 2, là j'aurais eu du mal à comprendre je pense son passage en Formule 2, mais il a été très bon l'année dernière, il termine meilleur rookie. Donc là encore un titre honorifique mais qui est quand même toujours très lourd de sens, surtout en Formule 2. Et comme tu l'as dit, il est couvé par Renault et je pense qu'il va vouloir essayer de passer à l'échelon supérieur. Et pour lui là, l'objectif est clair, il faut être champion. Quant à Callum Elliott, bon il a été pas mauvais mais pas vraiment convaincant non plus. Je ne pense pas qu'il va faire une grande carrière en Formule 1. D'ailleurs je ne vois même pas atteindre la Formule 1, je pense que ça va être un pilote de milieu de grille toute la saison. Oui, d'ailleurs, Guan Yu Zhou, qui était à l'époque de ses premiers bons résultats, couvé par Ferrari et qui a toujours été couvé par une écurie de F1. Et puis Callum Elliott, c'est le bouchon des pilotes Ferrari, il y en a trop. Tout le monde ne peut pas passer et quand tu es un des moins talentueux, c'est compliqué pour toi. Aurélien. Oui, je suis du même avis. Guan Yu Zhou, il était vraiment très bon, même si son classement final ne le reflète pas l'an dernier en Formule 2. Et Elliott, vraiment bon sans plus, et c'est clair que c'est vraiment pas le meilleur de la lignée du Ferrari Junior Team. Et tu le disais à propos des pilotes qui étaient meilleurs en course sprint, à grille inversée ou non. Guan Yu Zhou l'an dernier très solide dans les courses à grille normale, donc dans celles qui comptent réellement, et c'est quand même quelque chose d'important. Ah oui, il se qualifie toujours très bien. Ouais. Et les deux pilotes doivent tous les deux terminer 4ème pour pouvoir valider leur super licence, et pour Guan Yu Zhou ça sera clé puisqu'il y a une place sur Renault qui se libère. Terminons par ce qui doit être terminé. Dams, immense nom de la F2 du GP2, champion. L'écurie qui a amené Jolyon Palmer en F1, et on ne le dit pas assez souvent, je pense, c'est très important de le rappeler. L'écurie qui a redonné foi en Romain Grosjean, une écurie qui était toute trouvée pour Sean Gelael et Dan Ticktum. Aurélien, je te laisse commencer. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce line-up chez Dams. Gelael, c'est vraiment le grand-père de la Formule 2. Ça fait 130 ans qu'il est dans cette catégorie. Ticktum, de tous les pilotes à choisir, il fallait prendre celui-là. Attention à ce que tu vas dire. Non, il est bon, mais piloter sans cerveau, c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Alors, je sais pas comment il se démène, mais ça a l'air de marcher pour lui.
À voir, parce que il risque de disposer d'une des meilleures voitures du plateau. Bon, Gelael, il fera toujours 15e du championnat, c'est sûr que ça va pas changer. Mais TikTok, attention, il peut gratter une super licence sur un malentendu. Ce serait plus qu'un malentendu, je pense, oui, pour TikTok. Je suis persuadé que... Vous allez me fâcher, messieurs, là, attention. Hein, Non, je pense sincèrement que TikTok va avoir sa super licence, c'est obligatoire. Il est extrêmement rapide et je suis persuadé qu'il va jouer les podiums et les victoires. Comme Aurélien l'a dit, il a été pas très malin, pour le dire de manière gentille, voire carrément con, ces dernières années. Mais je crois qu'il a, en tout cas je l'espère, il a su tirer les leçons du passé et il revient, il a une seconde chance, il sait que c'est vraiment, il faut pas rater celle-ci et il a un talent incroyable et j'espère juste qu'il va avoir gagné en maturité. Parce que si c'est le cas, il n'y a nul doute qu'il saura aller en Formule 1 et qu'il sera très bon aussi en Formule 1. Quant à Sean Gelael, bon voilà. Oui, bon, il est marrant. Voilà, quoi. C'est ça. Voilà. Et Sean Gelael, on rappelle qu'en 3 saisons, dont 2 chez Prema, c'est quand même un seul podium en F2. Donc là, quand même, on applaudit la performance. Il faut être très très nul pour arriver à ce niveau-là. Était-ce un podium du samedi ou un podium du dimanche? C'était un podium du samedi, mais c'était un podium à Monaco. Donc attention à ce qu'on en tire comme conséquence. Quant à Dan Ticktum, je suis totalement d'accord avec vous. Quand t'es plus con que Magnussen, c'est quand même compliqué d'arriver quelque part. C'est un pilote qui a fait beaucoup de mauvais choix, qui a beaucoup tourné dans le vide. Hein. On se rappelle de sa formidable FIA Winter Series l'an dernier, sa F3 Winter Series l'an dernier où il devait aller chercher des points et puis il se plante dès le premier meeting pour peut-être aller en F1, aller chercher des points. C'est un pilote qui va un peu dans tous les sens, on sait plus trop qui gère sa carrière. Il a été banni à un moment, il est revenu en gagnant à Macao. Enfin, je l'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'il chopera une super licence. Puisqu'il fait partie du Williams Driver Academy, alors si Monsieur Latifi achète l'équipe, ça sera compliqué d'avoir une place en F1. Sinon, pourquoi pas se marrer un an de plus et envoyer de la franche rigolade avec Dan Ticktum face à Kevin Magnussen en milieu de peloton. Messieurs, ça me laisse rêveur personnellement. Ce serait magnifique. Je vous laisse me dire vos vainqueurs de F2. Louis, je commence par toi. Qui sera le champion de F2? Qui aura l'honneur d'aller piloter pour Venturi en Formule E l'an prochain? Ah bah écoute, c'est une question extrêmement complexe. Tu veux que je te dise? J'avais même fait une liste, j'avais tout noté et je ne suis même plus d'accord avec le moi-même d'il y a une heure. C'est très compliqué de choisir un nom. Évidemment, il y a ce trio de vieux pilotes qui vont être devant, qui vont gagner des courses, mais que je vois pas être champion. Je dirais Matsushita, Markelov et Giotto. Maintenant, pour moi, ça risque de se jouer entre Ticktum, Armstrong et Schwartzman, qui sont les 3 plus talentueux, qui sont souvent considérés comme les 3 futurs bons pilotes de F1, à défaut peut-être d'être grands, mais en tout cas entre 3 très bons pilotes de F1. Je ne sais pas me choisir. Allez, je vais prendre un risque. Je vais choisir Dan Ticktum. Oh là là, Aurélien. Alors vraiment, premièrement, je tiens à applaudir ce choix, plein de courage. Et là, par contre, je suis pas sûr que les pilotes les plus expérimentés auront l'avantage cette année parce que il faut savoir que les Formule 2 passent aux 18 pouces. Un an avant la Formule 1 et donc du coup ça va complètement changer le comportement de la voiture, donc peut-être que voilà, les vieux de la vieille n'auront plus cet avantage sur les rookies et concernant mon champion, très difficile à dire, je vais mettre une pièce évidemment sur Armstrong et sur Schwartzman vu qu'ils ont dominé leur catégorie l'an passé. Et je pense que Armstrong l'emportera sur Schwartzman et Guan Yu Zhou 3ème. Voilà, c'est mon petit pari à moi. Donc tu pars sur la grande revanche de Marcus Armstrong qui a toujours perdu contre Schwartzman. Voilà, écoute, en mode Rosberg-Hamilton, j'ai envie de te dire la revanche d'Armstrong. Mais il y a en plus une possibilité pour que ces deux-là soient les futurs Rosberg et Hamilton. Ils ont été très bons partout où ils sont passés. On s'attend à ce qu'ils soient possible. Et il y a peut-être 2 places de libre chez Ferrari. Ils ont déjà tous les 2 leur super licence dès cette année, donc ça serait très intéressant. Moi, je pense que je vais partir comme Aurélien sur Marcus Armstrong en première position, puisque la raison doit primer sur la folie.
Mais en deuxième, bien évidemment, Dan Tictum all the way. Bien évidemment, la Dan Tictum propaganda va être toute la saison. Et en troisième, Robert Schwartzman, le russe fou. Je veux un russe chez Ferrari, ce serait génial. On a déjà eu l'ami Kiat comme pilote essayeur, mais là, ça serait pour de vrai, ça serait plus rigolo. Et bien évidemment, on n'oublie pas que nos amis Artem Markelov et Lucas Giotto termineront légèrement derrière, hein. Je suis d'accord avec lui quand même, malgré les nouveaux pneus, c'est quand même des mecs qui ont l'expérience de la voiture, du moteur, du châssis. Ils seront pas loin, mais ils seront pas devant. Et donc, bon, on est à peu près d'accord, hein. Il y a une palanquée de rookies qui sont très très intéressants. Et puis il y a Mick Schumacher. J'allais le dire et tu m'as ôté les mots de la bouche. Mais ne sous-estimons jamais le pouvoir du marketing. Et qui sait, je pense que Schumacher sera en Formule 1 l'année prochaine malgré tout. Et j'en ai bien peur aussi et ça me ferait mal au cœur. Mais je vais vous poser du coup une petite question bonus pour terminer. Messieurs, très vite, qui terminera dernier et qui sera viré en premier? Louis. Dernier, Roy Nissany, et viré en premier, Samaya, parce que je ne vois pas payer son voleur toute la saison. Aurélien. Alors, logique implacable pour Samaya, je ne peux que rejoindre l'avis de Louis. Par contre, qui terminera dernier? J'ai envie de dire Sato, ouais, l'équipier de Nissany au final. Je prends pas de risque. Je vais partir comme Louis sur Roy Nissany dernier. Et je sais pas où en sont les finances de Louis Delétraz à l'heure actuelle. Pour l'instant, je vais mettre Guilherme Samaya, mais ça peut se jouer. En plus, Delétraz, il est suisse, il est forcément riche. Oui. Ouais. Peut-être que papa ne veut plus trop payer pour les conneries au bout d'un moment. Sait-on jamais. Mais bon, on est tous d'accord que le duo Trident sera très rigolo à suivre. Surtout qu'on a plus Ringu Nathan, donc forcément, il faut bien s'occuper en fond de grille. Messieurs, je vous remercie pour cette saison de F2. Vidéo très longue, mais bien évidemment vidéo essentielle, puisque ce sont là que sont les futurs pousses de la F1, de l'IndyCar, de la Super Formula, du WEC et d'autres séries sans doute beaucoup plus rigolotes. Oui, et ça mériterait même un épisode à part entière de regarder où sont partis tous les anciens de la F2. Oula non, ça serait bien trop compliqué, sachant que la moitié gère la boîte de papa, on ne va pas s'aventurer là-dedans. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir guidé sur cette voie de la F2, enfin, guider nos spectateurs, plutôt nos auditeurs, voilà, avec vos yeux aguerris qui suivent toute l'année cette saison de F2, très passionnante d'ailleurs, je vous le conseille, si vous ne suivez pas la F2, suivez-le, c'est vraiment super intéressant, c'est comme la F1 mais avec du spectacle. C'est très bien résumé, oui. Mais c'est vrai que quand on regarde les remarques que font les gens à propos de la Formule 1, ben, la Formule 2 a déjà tout ça. Quand on dit il n'y a pas assez de spectacle en Formule 1, les voitures sont trop éloignées les unes des autres, ben, tout le monde a la même voiture en Formule 2, il y a plein de pilotes qui sont jeunes, qui sont encore tout fougueux, et donc bah, forcément les courses sont géniales à chaque fois. Et une saison qui sera placée en hommage à Antoine Hubert, bien évidemment, avec le trophée de meilleur rookie qui sera nommé au nom d'Antoine Hubert. Donc on pense fort à lui et à sa famille, bien évidemment. Eux qui auraient dû quasiment être chez Renault l'an prochain, c'était tout écrit. Et le destin se brise encore une fois sur un jeune Français. C'est sur ces mots tristes que nous nous quittons, messieurs. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine et à bientôt pour la reprise de la saison. Salut. À bientôt, salut à tous. Salut.